Bonjour et bienvenue pour ce deuxième podcast Made in Foot où on va débriefer de la 10e journée de Ligue 1. Alors on se retrouve aujourd'hui non pas à 3 mais 4 personnes pour ce podcast. Il y a bien sûr Léandro. Salut. Maxime. Salut Julien. Et Lucas. Salut Julien, salut à tous. Du coup on va parler de cette 10e journée. Je vais un peu faire le point sur les résultats. Alors vendredi ça a commencé avec une victoire de Marseille impressionnante on va dire contre Strasbourg 1-0. Le samedi, Bordeaux a ouvert le bal face à Montpellier en perdant encore une fois, cette fois 2-0. Puis Paris s'est imposé facilement 3-0 contre Rennes. Dimanche, Brest a fait la surprise en s'imposant à domicile contre Lille 3-2. Pour les multiplex de 15h, on a eu 4 matchs, dont un spectaculaire Lens-Reims qui s'est conclu par un 4-4. Nantes est allé chercher la victoire à Lorient pour le retour de Christian Gourcuff 2-0. Pendant que Metz et Dijon sont séparés sur un match nul 1-1. Enfin, Angers a collé une raclée au Nîmes Olympique 5-1. À 17h, dans le derby de la Côte d'Azur, Monaco s'est imposé à Nice 2-1. Et enfin, Lyon s'est imposé 2-1 dans le derby face à Saint-Etienne. On va commencer par débriefer rapidement ce superbe Marseille-Strasbourg, si Lucas s'est réveillé de sa sieste. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu peux un peu nous raconter le scénario et cette superbe victoire de l'OM? Je pense que j'étais encore plus animé moi dans ma sieste que les Marseillais vendredi parce que tout simplement la stat elle est simple, c'est un tir cadré, un but, victoire 1-0. Les Marseillais, ils ont pas forcément ils ont à aucun moment réussi à mettre en danger les Strasbourgeois, ils ont laissé la possession pendant toute la seconde mi-temps. Sur la première, c'est eux qui avaient le monopole du ballon mais ils ont jamais approché les 30 mètres strasbourgeois. Il y a eu un seul corner en 45 minutes et sur l'ensemble du match, il y en a eu 2. Et tout simplement, c'est la suite logique des trois prestations en Champions League qu'on a vues depuis quelques semaines. Et là, malheureusement, grâce au niveau de la Ligue 1, c'est passé ce week-end. C'est comment je peux dire ça? C'est quand même comme tu l'as dit, c'est représentatif de cet OM en ce moment. Et limite au final, là où il y a eu de l'animation, c'est l'après-match avec André Villas-Boas qui a pété les plombs. C'est ça y est, il a complètement, je pense qu'il a complètement craqué, mais je pense surtout qu'il est en train de comprendre qu'il va peut-être pas y arriver cette saison parce qu'il y arrive pas depuis 10 matchs. En Coupe d'Europe, c'était mine de rien depuis 7 ans les Marseillais attendaient ça. La plupart, au-delà des supporters, les joueurs aussi, parce que à part Mandanda qui a connu un 8e de finale, justement il y a 7 ans, il y a 8 ans. Personne n'est vraiment allé loin de cette compétition et je pense que tous, de toute façon, en ce moment, la tête au fond du seau et ils ont du mal justement à la relever. L'OM a d'ailleurs égalé le record de défaites d'affilée en Ligue des Champions avec 12 défaites. On a quand même l'impression avec Anderlecht, donc à voir le prochain match s'ils vont dépasser les Belges et inscrire leur nom dans les livres d'histoire de la Ligue des Champions. On n'espère pas pour eux, mais c'est vrai que vu le niveau de jeu affiché, ça semble mal parti. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Strasbourg a touché la barre par Cassie. Et du coup, Marseille s'en sort vraiment très 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 bien dans ce match. Et l'OM n'est pas passé loin aussi de la surprise et de la punition avec ce penalty en fin de match qui aurait pu être sifflé contre Amavi sur une faute sur Zoé. Et Lucas, on peut être surpris aussi de la déclaration de Villas-Boas qui assure que c'est le Strasbourgeois qui fait faute sur Amavi et non l'inverse. C'est ça, de toute façon, il a opté pour la stratégie du seul et contre tous. Même là, il veut défendre ses joueurs. Ça va peut-être servir parce qu'on voit clairement que Amavi bouscule, on va dire, Zoé dans la surface. Mais c'est peut-être une technique pour mettre la pression sur lui parce qu'effectivement, depuis, au final, on a limite oublié la prestation complètement affreuse des Marseillais. On a parlé que de la conférence de presse et de l'interview en bord de pelouse. Donc c'est peut-être une technique, peut-être qu'au final il est pas parfaitement lucide sur ce qu'il fait, mais je pense qu'il manque un peu de lucidité en tout cas si c'est pas le cas. Je tenais juste à dire que la VAR une fois de plus fait des prouesses. Ce qui est dingue en tout cas, c'est que on est très négatif à juste titre sur l'OM. Mais au final, si on compare avec le classement de l'année dernière où justement on félicitait Villas-Boas de son travail, c'est que Marseille est à 2 points de plus au bout de 10 journées, quoi. C'est quand même miraculeux. Ouf.
miraculeux, mais la différence qu'il y a entre la différence qu'il y a eu entre l'OM de l'an dernier et cette année, c'est que ils ont eu la victoire face à Paris. En fait, cette année, en plus, ils ont déjà joué tous les gros et c'est bénef, on va dire, sur le point des points, mais alors sur le plan de jeu, c'est horrible. Mais est-ce que les Marseillais peuvent s'en contenter seulement des points et pas d'avoir du jeu? Je sais pas. Là, actuellement, en plus, c'est que individuellement, si on regarde chaque joueur de l'OM, est-ce qu'on peut vraiment demander plus collectivement à cette équipe? Il y a pas d'attaquant. Benedetto, il met pas un pied devant l'autre depuis le début de saison. Payet, il a signé son contrat jusqu'en 2024, donc jusqu'à ses 37 ans. Je pense que ça y est, le foot est devenu plus important. Il est même pas en condition physique. Thauvin, il est seul et ça se voit qu'il est vachement affecté par la Ligue des Champions. Il en parlait depuis des années, il voulait la jouer à l'OM. Il s'est mangé une claque monumentale avec ses 3 premiers matchs. Je pense qu'il y a des garçons qui physiquement sont pas en forme. Il y en a aussi qui ont complètement pas du tout la tête à l'endroit là. Mais totalement. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Et je me dis que si vous avez le malheur de perdre le prochain match à la maison et du coup de dépasser Anderlecht, ça va être mais alors catastrophique. Hein. Pour le psychologique des joueurs, je pense que ça va vraiment être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Là, tu parles avec des Marseille, champions. Je pense que les joueurs, ils ont une chance, c'est que les matchs se jouent à huis clos. Et alors, si le public marseillais était présent, et je doute pas une seule seconde que les joueurs de l'OM, s'en prendraient plein la tête. Là, ils ont eu la chance de jouer avec dans un stade vide, avec personne. Il y a moins de pression. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour eux parce qu'après, on regarde le classement. Marseille, avec ce début de saison qui est quand même raté, est 4e, 18 points, avec un match en moins. Si on ne regarde que le bilan comptable, c'est pas catastrophique. Par contre, quand on jette un œil sur le contenu, là, il y a de quoi s'inquiéter. Après, on parlait de la saison dernière. L'OM, l'année dernière, a surperformé. Villas-Boas, il a tiré vraiment le maximum de son groupe. Là, cette année, avec quelques recrues en plus, mais il n'arrive pas à franchir ce cap parce que, justement, on l'a dit, l'OM perd des forces en semaine en Coupe d'Europe pour des résultats qui sont là aussi catastrophiques. Mais c'est justement ça, parce que l'OM... Pardon, vas-y. Il y a quand même quelqu'un qui était très, très attendu, c'est Thauvin, après une année blanche, où Villas-Boas le disait lui-même que c'était sa meilleure recrue qui pouvait lui arriver. Il commence fort face à Brest, mais maintenant, c'est pas l'ombre de lui-même parce que ce serait très méchant et je pense qu'il y a un joueur en particulier qui est encore pire que lui, pour pas citer Dimitri Payet, mais Thauvin aussi est clairement pas au niveau des attentes et du rôle de leader qui lui est promis cette saison. Ils se tirent tous vers le bas en fait. Enfin, il est dans une équipe qui, comme a dit Lucas, il n'y en a aucun qui met un pied devant l'autre. Donc c'est sûr que ça aide pas d'évoluer dans un contexte qui est exécrable comme celui de l'OM. C'est difficile de développer son football et de jouer à son niveau quand autour de toi aucun joueur n'est en confiance. Et on sait dans le foot, quand on est en confiance, on va tenter plus de gestes, on va peut-être avoir plus de réussites. Là, c'est pas du tout le cas à l'OM. Donc Thauvin vit une saison compliquée, mais c'est pas le seul responsable, quoi. Ouais, mais en plus le truc c'est que il y avait ce côté l'année dernière de l'OM en mission, c'est-à-dire que il y avait des joueurs comme notamment Dimitri Payet, mais il y en avait d'autres. Dimitri Payet, on peut le citer parce qu'il avait pris la parole publiquement, mais qui voulait faire comprendre que l'année d'avant c'était à cause de Garcia. Du coup, il a joué toute cette saison-là, notamment face à Lyon, en voulant prouver que Rudy Garcia devait faire mieux. Et ensuite, il y avait aussi l'objectif Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, il y avait plein de joueurs qui l'avaient soit jamais joué, soit la dernière fois, ça remontait à plusieurs années. Et là, cette année, la Ligue des Champions, c'est en soi, je pense, déjà terminé pour eux. Le championnat, le stade est vide. Il y a personne, il y a aucun engouement. Ils ont gagné un seul match à domicile. Enfin, on a l'impression que ils ont aucune raison de jouer, comme si c'était une succession de matchs amicaux. Mais de toute façon, le stade est vide, mais comme l'a dit Max, heureusement, il y aura pas eu grand monde cette saison pour voir le spectacle désastreux qu'on voit ces derniers temps, quoi. C'est là pour le coup, l'OM, il y a des équipes qui ont beaucoup plus d'intention de jeu. On va en parler tout à l'heure de façon de Lens, de Brest par exemple, qui sont 11e, 13e du classement, et Marseille qui est 4e s'en sort grâce à la Ligue 1 qui avance pas, grâce à
à des bons résultats en début de championnat et normalement, notamment cette victoire à Paris où c'est la Brest arrachée, j'allais dire de manière héroïque, où on pensait justement en début de saison avoir retrouvé ce groupe qui se battait, qui arrachait des victoires là où on les attendait pas forcément, mais au final là la confiance en a pris un coup et tout se casse un peu la gueule petit à petit, quoi. Tout brûle à petit feu. On se demande si c'est pas une fin de cycle à l'OM, hein. Est-ce qu'il faudrait, enfin je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'OM? Non, quoi. Ça fera un petit cycle, quoi, là. Ouais, mais c'est les cycles d'entraîneurs à Marseille. De toute façon, à part Deschamps, c'est le record de durée de vie d'un entraîneur sur le banc à l'OM. Il y a personne qui peut rester, qui restera jamais plus de 3 ans à l'OM. Et même, le dernier, donc, Didier Deschamps, il a réussi la fin, ça s'est fini en catastrophe, alors que le gars, quand même, rapporté 6 titres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut une succession de miracles, un talent fou et une équipe de génie pour essayer de rester plus de 2 ans. Deschamps disait qu'on perdait la tête à être à l'OM et André Villas-Boas nous démontre encore une fois que c'est peut-être le cas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette victoire 1-0 de l'OM, on le rappelle, sur un seul tir et une seule frappe cadrée et un seul but. Face très beau but d'ailleurs. Hein. Oui, très beau but d'ailleurs. Oui, il faut quand même le souligner. C'est quand même un beau but de Morgan Sanson. La seule étincelle de ce match, peut-être pour lui aussi. Je voulais rajouter un truc, c'est qu'en plus les Marseillais, ils ont trop. À chaque fois, tu vois, ça critique Sanson, mais c'est pas la première fois de la saison qu'il vous sauve des points. Et je pense qu'il faudrait peut-être un peu prendre en considération, malgré que le mec soit pas exceptionnel, hein, mais cette saison, Sanson à lui seul, c'est déjà 4 points. Bon. Ah non, mais alors individuellement, je pense que chaque milieu de terrain à l'OM, surtout pour la Ligue 1, ce sont de bons joueurs, voire certains de très bons joueurs. Pape Gueye, bon, il vient de la Ligue 2, mais il a montré des trucs sympas. Rongier, il a quand même montré à Nantes ce qu'il était capable de faire. Sanson a fait des performances incroyables à Marseille, d'autres très mauvaises, mais aussi d'autres très bonnes, et notamment en Europa League sous Rudy Garcia. Cuisance, il a très peu joué avec le Bayern Munich, mais depuis qu'il est à Marseille, il a fait aussi pas mal de bons matchs. Mais le seul problème, c'est que c'est un ensemble de bons joueurs ou de joueurs que corrects, mais quand on les aligne tous les 3 ou tous les 4 ensemble, ça donne pas grand chose, parce qu'il y a aucun patron dans ce milieu, il y a aucun mec il y a pas longtemps même dans l'OM de Michel, il y avait Lassana Djara, l'un des pires OM peut-être des années 2000. Il y avait à lui seul, parce que c'était le patron, il arrivait à rendre il y a des Isla, des joueurs très 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 moyens, un semblant correct. Là, tu glisses un bon petit joueur, un Gustavo comme il y a eu, ou un Lassana Djara comme il y avait en 2015, tu verras que d'un coup, ça changera tout. Le seul truc, c'est que là, c'est un ensemble de bons mecs dans tout le monde, toujours vanté les qualités. L'OM, Jacques-Henri Hérault disait que Sanson, il refuserait jamais, il accepterait jamais une offre en dessous de 40 millions. Et si quelqu'un met 40 millions pour Sanson, il faut l'amener en voiture dans leur je suis pas sûr que cette campagne européenne aide les valoriser, aide les dirigeants de l'OM à faire de grosses ventes, ouais. Ça, c'est... Surtout que c'était l'objectif principal. Oui. On verra ce que ça donne par la suite, hein. Va se réconforter avec la prime de participation à la Ligue des Champions et puis s'arrêter là, hein. Ça me paraît même très difficile pour eux d'atteindre la Ligue Europa. Et va falloir, d'un côté, vaut peut-être mieux pour pouvoir essayer de choper une nouvelle qualification européenne à la fin de la saison. J'allais dire, en parlant de Coupe d'Europe, on va passer sur le choc de samedi soir où 2 équipes européennes s'affrontaient, le PSG et Rennes. On peut clairement le dire, je pense que l'affiche n'a pas été au niveau, d'autant plus que Paris se déplaçait avec une dizaine de joueurs en moins, dont Neymar, Mbappé, Kimpembe, pour ne citer que. On s'attendait, je pense, enfin personnellement, je m'attendais à beaucoup mieux de Rennes et je pense que cet avis est partagé par un peu tout le monde, non ? Exactement. Hein. Heureusement qu'il y a un Saint-Maximin MDR. Heureusement qu'il y a un Moiskin, tu vois, qui est trop fort, tu vois, et qui vraiment se développe et montre de plus en plus ses qualités. Je trouve que ce mec arrive vraiment à révolutionner le jeu de Paris et dans le match contre Rennes, il a fait assez rapidement. Et je pense que le pire, c'est vraiment de se dire que Rennes, contre une équipe bis, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais il manquait vraiment beaucoup trop de monde. Au moins B, oui. Au moins B, hein. Au moins B. Rennes n'a rien proposé, alors que c'est l'équipe qui, pour moi, avait un peu,
pas un peu plus d'ambition, mais un peu plus de jeu en Ligue 1 ces dernières journées. C'est une équipe qui avait prouvé être très bonne offensivement, très bonne défensivement. Et au final, ils se sont fait piéger par un Paris amoindri et qui a très très bien joué son match et qui l'a géré du début à la fin, quoi. Maxime, je crois que t'es via l'abri, en fait, pas. J'ai dit, Maxime, je crois que t'es très remonté face à la prestation rennaise. Et comme a dit Leandro, en fait, ils ont rien tenté, les Rennais. Ils n'ont rien tenté alors que il y avait la place. On a vu des équipes comme Başakşehir en Ligue des Champions jouer contre Paris. Ils ont proposé du jeu et ils les ont dérangés. À plusieurs reprises, Visca s'est montré dangereux sur la cage de Navas. Rennes avait pourtant des joueurs. Doku, avec sa vitesse et sa qualité de percussion, il aurait pu faire mal à une défense de Paris remaniée face à Kerrer, face à Kurzawa, qui sont des bons joueurs de Ligue 1, certes, mais qui peuvent être très rapidement être mis en difficulté. Et en fait, on a rien vu côté Rennais. Ils payent dès la 10e minute de jeu une relance manquée de Léa Siliki qui est interceptée par Di Maria et comme l'a dit Leandro, Ekin, il est en forme en ce moment, il s'est pas fait prier, grosse frappe croisée du droit et ça fait but. Et même après cette ouverture du score, on n'a pas senti de réaction rennaise et Di Maria est venu les punir. Donc c'est vrai que non, Rennes a été très décevant. Mais comme depuis plusieurs semaines en fait, Rennes a enchaîné donc deuxième défaite consécutive après la claque à Chelsea. Ça, on va pas leur en tenir rigueur. Et bon, c'est vrai qu'à part cette victoire face à Brest, ça fait un long moment qu'ils n'ont pas gagné les Rennais. Et je trouve que l'absence de Camavinga se fait vraiment sentir dans le cœur du jeu. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins d'idées qu'ils n'en avaient affiché en début de saison. Ah, c'est clair que il passe pas une très bonne période en ce moment. On a beau dire et à juste titre que l'apprentissage se fait en Ligue des Champions fort logiquement puisque c'est leur première participation. Mais là en Ligue 1 avec des certitudes et comme on l'a dit avec une équipe de Paris qui est beaucoup moins impressionnante que d'habitude en plus. C'est un peu, j'allais dire, c'est pas grave, mais c'est inquiétant, c'est dommageable même de voir Rennes aussi peu inquiétant et aussi peu mettre en danger le PSG, quoi. À 20 minutes, le match il est plié. Tourelle a d'ailleurs dit que la première mi-temps c'est l'une des meilleures qu'il ait vues au PSG. Rennes a clairement manqué son match. Après Rennes, en fait, ils avaient à perdre rien et ils n'ont rien tenté. C'est ça qui est vraiment dommage, quoi. Parce que personne ne leur aurait reproché d'en prendre 3 s'ils avaient proposé, s'ils avaient inquiété Paris. Là, ils en prennent 3 et ils ont rien tenté. Donc oui, c'est dérangeant. Après Rennes, réellement, dès qu'on enlève Camavinga, j'ai l'impression que l'animation, il y en a plus. C'est fini, ça dépend d'un gamin de 17 ans. Enfin, il va bientôt avoir 18 ans. C'est assez incroyable. Face à une équipe B, il y a eu aucun joueur, même Bourigeaud, alors que je l'adore, Nzonzi s'est contenté des tâches défensives. Il y a personne qui arrivait à faire le lien entre la défense et l'attaque. Et voilà, on enlève un seul joueur et on voit que finalement, Rennes, tout leur jeu repose sur un seul élément comme. Ouais, c'est giga compliqué, hein, enfin, Rennes, malheureusement, tu vois, comme tu le dis, hein, ces derniers matchs sans Camavinga, c'est compliqué, c'est poussif, hein. En plus, en Ligue des Champions, je sais pas si réellement, ce sont des jeunes joueurs, encore là aussi, comme on parlait de Marseille tout à l'heure, je pense que la plupart sont tous quasiment leur premier match, mais à chaque fois, faire des rencontres où ils touchent très peu le ballon et où ils gagnent pas, donc ils laissent de l'énergie, ils arrivent le week-end fatigués et moralement, mine de rien, ça met à chaque fois un petit coup. En plus, c'est une Ligue des Champions que tu vis un peu particulièrement parce qu'ils peuvent pas dire on s'est déplacé dans des stades magnifiques, pleins avec une grosse ambiance. Non, ils prennent l'avion, ils touchent pas le ballon, ils perdent, ils rentrent, après ils arrivent crevés en week-end, il manque leurs meilleurs joueurs. Bon voilà, on voit le résultat. C'est vrai que le constat de ce match contre Paris, c'est le même que celui contre Séville. Parce que Séville en championnat est en difficulté et là-bas au Sanchez-Pizjuán, Rennes n'a rien tenté et voilà, c'était le même plan de jeu ce week-end face à Paris et il le paye. Je pense qu'on a fait le tour sur le je pense qu'on a PSG Rennes. Faut aussi signaler quand même la victoire encore une fois à l'extérieur de Montpellier, la deuxième consécutive à Bordeaux 2-0. On peut pas dire que Bordeaux ait donné beaucoup de fil à retordre à Montpellier, même si la première mi-temps était accrochée.
Montpellier a profité notamment d'un énième ballon perdu de Ben Arfa pour se mettre à l'abri. Et voilà, c'est quand même la deuxième victoire en 2 matchs extérieurs pour Montpellier, comme je l'ai dit. Je crois que c'est pas arrivé depuis août 2018. Peut-être que Montpellier est enfin guéri de ses maux et de ses difficultés à l'extérieur. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Montpellier donc qui a encore gagné et encore une fois avec ce système à 3 attaquants avec Laborde, Delorde et Delorde et Mavididi. Et je pense qu'avec ces 2 victoires, peut-être que ça va mettre et semer le doute dans la tête de Michel Derzakarian, pour voir comment il va négocier le retour de Hilton et Le Tallec, savoir s'il va reconduire une défense à 3 ou à 5, ou bien est-ce qu'il va garder ce 4-3-3, est-ce qu'il va justement changer cette équipe qui gagne. Il y a aussi Junior Sambia qui commence à gagner sa place dans le couloir droit à la place d'Arnaud Souquet, qui a souvent eu je vais pas dire une immunité, mais il a souvent pu profiter de ses buts importants, notamment l'année dernière face à Lyon. Face à Nîmes aussi. Je crois. Voilà, ou même Nîmes pour squatter le 11 de départ, mais qui défensivement n'a jamais été au niveau d'un Aguilar qu'on a pu voir avant Montpellier, voire d'un Ordi Mukiele. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose aussi pour Montpellier d'avoir enfin une concurrence à ce poste de latéral droit. Ce qui joue aussi, c'est que il est très très peu aimé des supporters, Souquet. Moi, je crois pas avoir vu un seul message positif concernant Souquet, si ce n'est, comme t'as dit, ces fameux buts. C'est souvent c'est pas un mec très très apprécié, donc je pense que Sambia, il a clairement sa carte à jouer. Ce qui est d'autant plus appréciable pour Sambia, c'est que on le sait, il a eu une histoire compliquée, il a été touché par le Covid, il était plongé dans le coma. Et là, il s'impose à un poste qui est quand même pas le sien de latéral droit, parce qu'on le rappelle, de base, il est plutôt milieu défensif. Donc, c'est un peu la belle histoire, et on espère qu'il va pouvoir s'imposer sur le long terme dans le 11 de Derzakarian. Ok, bon, on a fait aussi le tour, un petit tour sur ce Montpellier-Bordeaux, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs dimanche, il y en a eu 7, et on a commencé par un étonnant Brest-Lille. Je sais pas qui veut commencer à en parler, peut-être moi, peut-être Lucas, peut-être sur ce Brest-Lille. Je pense que tout simplement la parenthèse Europa League, elle s'est refermée un peu trop brutalement. Ils ont tout donné face au Milan et ça a payé parce qu'ils ont fait un super match, les Lillois, et ils sont repartis en plus avec la victoire 3-0 et ils ont payé leur première mi-temps où ils avaient pas du tout les jambes. Brest, en tout cas physiquement se balade, c'était pas incroyable dans le jeu, mais physiquement, on avait l'impression qu'il y avait une équipe qui courait, une autre qui marchait. Et ils ont fait la différence en mettant 3 buts très rapidement. Et en seconde, ils ont essayé de se réveiller. Yilmaz a fait une nouvelle fois une super prestation en mettant 2 buts et réduisant le score, mais bon, ça n'a pas suffi. Christophe Galtier a dit un truc très juste. Il a dit que Lille avait raté le coup d'envoi et pensait que le match commençait à 14h. C'est un peu l'impression globale qu'on a eue où Lille n'est pas du tout rentré dans son match. Pourtant, il a quand même mis des joueurs en confiance comme Yazici qui sort d'un triplé encore une fois en Ligue Europa face au Milan. Yilmaz donc qui met son doublé et qui était un peu le seul à haranguer ses joueurs, ses coéquipiers, à montrer un semblant de révolte. Il y a eu Renato Sanchez aussi qui s'est démené dans l'entrejeu, mais c'est clair que Lille, aussi surprenant que ça puisse paraître, ils étaient pas dedans. Ils avaient pas faim de ce match, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu se voiler la face, parce que je trouve que quand même Brest fait une entame exceptionnelle et je trouve pas forcément que Lille n'y est pas allé avec envie ou autre chose. Je trouve que vraiment Brest, ils ont fait une entame de match parfaite, enfin quasiment parfaite. Et puis bon, après, je trouve qu'il a aussi manqué le facteur chance à Lille, puisque je pense notamment à ce ballon sur le poteau en fin de match de Yilmaz. Enfin, il y a eu beaucoup d'occasions quand même où ils ont pas eu de chance. Enfin, il faut le souligner aussi. Je pense que vu ce qu'a proposé Brest en deuxième mi-temps, qui était proche du néant, moi je pense que le nul aurait pas été volé avec le retour qu'il y a eu de Lille. Bon après, comme vous dites, de toute façon avec ce qu'ils ont fait contre l'AC Milan, il faut aussi comprendre que les joueurs... c'est le seul porte-drapeau de la France c'est ça. Au rayon européen ces derniers temps. Non après, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Brest a pas montré grand chose en deuxième mi-temps, mais parce que Lille s'est vraiment réveillé. Pour le coup, c'était de l'attaque-défense pendant 3 quarts d'heure.
Yilmaz, de toute façon, il n'y a pas un défenseur, si ce n'est Jamel Benlamri qui a pas souffert face à ce bon vieux Bourak. Voilà, Lille a tenté le tout pour le tout. Il y a ce poteau aussi qui les arrange pas. Faut quand même noter que Brest fait quand même quelque chose d'incroyable pour l'instant, c'est que c'est la première défaite de Lille en 10 journées, quoi. C'est un indicateur de la grosse prestation brestoise. Mais aussi, on peut aussi voir ce match des Brestois comme aussi un parfait exemple de ce qu'ils font cette saison. J'allais dire, c'est un peu le symbole de l'inconstance brestoise. Je crois que Maxime, tu partages ce point de vue. Et tout à fait, en fait, tu as tout résumé. Là, en fait, les Brestois, ils nous ont refait le coup face à Monaco. Ils avaient déjà gagné chez eux à Francis Leblay contre un club P, on va dire, où on attendait une défaite de Brest. Et au contraire, ils nous ont surpris, les Brestois, avec encore une fois un super Romain Perrault qui a été passeur sur le premier but et une nouvelle fois buteur. Son 3e déjà de la saison en latéral gauche. Je trouve que c'est à souligner. Et, je voulais aussi revenir sur un point à Brest, c'est le recrutement qui a été fait cet été, qui je trouve a été géré d'une main de maître. On a eu des arrivées de joueurs comme Romain Fèvre qui était à Monaco, qui ne jouait pas du tout avec les pros, qui là s'est installé dans le 11 titulaire. Et, sa justesse technique fait énormément de bien Dalloglio et au jeu que veut proposer le coach brestois, parce que c'est toujours agréable à voir jouer Brest et ça fait plaisir en fait d'avoir des équipes qui, même avec peu de moyens, ont des idées. Quand elles payent, et ben ça vient les récompenser et on ne peut que être heureux pour les Bretons. Moi je trouve que c'est pour une fois, et je l'avais dit la semaine dernière, je crois, lors du podcast, je suis content que Brest ait gagné, puisque c'est l'une des équipes qui pour moi propose, depuis le début de saison, l'un des jeux les plus attrayants, et à chaque fois ils se font avoir en deuxième mi-temps ou sur des revers et des trucs comme ça. Donc je suis content qu'ils aient pris les 3 points, surtout face à Lille qui en plus du coup n'est plus invaincu. Mais ça laisse un peu le match où je trouve qu'il laisse un peu à désirer, il gagne au final, donc bon. Mais c'est clair que de Dalloglio après match qui a dit face aux journalistes: quand je m'assois chez moi pour regarder un match, je n'ai pas envie de m'ennuyer, alors que j'ai pas envie d'ennuyer les autres, tout simplement. Et je trouve que cette phrase elle est belle et elle a du sens dans la bouche d'un coach qui a toujours eu envie de jouer et n'a jamais renié ses idées, même face aux gros. On tire le Marcelo Bielsa de la Ligue 1, du coup. C'est un peu le même discours qu'un Marcelo Bielsa à Leeds ou dans ses histoires précédentes, quoi. C'est un petit peu moins locaux, mais je pense qu'on tient là un un local. Je pense qu'on tient un très très bon coach et j'espère que ce grand monsieur aura un jour l'opportunité de proposer son jeu et ses idées dans un top club. C'est clair que c'est quand même une équipe Brest, en tout cas personnellement, où quand je sais que Brest joue, j'ai toujours un petit regard sur eux par un double écran, par quelque chose, pour justement voir un peu cette équipe jouer au ballon. Et comme l'a dit Max, il y a des excellents joueurs, des joueurs qui aiment avoir le ballon, comme il l'a dit, Romain Fèvre, le petit Romain Perrault aussi sur la gauche qui est épatant. Il y a Irvine Cardona qui est capable de coups de folie, comme on l'a vu en début de saison avec sa reprise incroyable. Voilà, il y a ça bosse très bien à Brest et c'est vrai que cette 13e place, elle est à la fois encourageante et à la fois j'allais dire un peu décourageante, mais pour plus les suiveurs de ballon, où on se dit qu'ils mériteraient peut-être quelques points de plus pour être dans le top 10 et que Olivier Dalloglio soit récompensé de tout son travail. Ils arrivent à gommer leurs petites erreurs défensives, parce que Brest est la pire défense de Ligue 1 avec 22 buts encaissés en 10 matchs. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se maintiennent pas, les Brestois. S'ils continuent justement à jouer, développer leur football, on a envie que des équipes comme ça se maintiennent plutôt que celles qui ne proposent rien, quoi. #Nîmes. Tiens, Leandro, la transition est toute trouvée. Pour ce multiplex de 15 heures, on a eu des buts, beaucoup. On va parler de Lens-Reims juste après. On a aussi vu beaucoup de buts au stade des Costières, mais malheureusement pour toi et pour les Nîmois, c'était plutôt dans tes cages que pour toi. On va le rappeler, il y a Angers qui s'est imposé 5-1
avec un début de match, j'allais dire parfait pour Angers, hein. Et calamito pour Nîmes, quoi. Catastrophique pour Nîmes, avec un but au bout de 40 secondes. 40 secondes de péréralage, voilà. Je vais te laisser un peu en parler avant qu'on revienne aussi sur ce troisième but qui est incompréhensible, mais pas au niveau de l'arbitrage selon moi, mais plus dans le comportement des Nîmois. Vas-y, je te laisse. Écoute, moi je vais être assez clair et limpide. On est catastrophique. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'idée de jeu, il n'y a pas d'envie, le mental n'est pas là. Alors cette trêve, elle a été horrible. Je crois qu'on est sur 4 défaites d'affilée, si je dis pas de bêtises. On se retrouve avec un coach qui nie en bloc et qui se cache derrière, tu vois, on en reparlera de ce but là, mais qui pareil en conférence de presse se cache. On a un Anthony Briançon qui pareil, qui ne voit pas ses erreurs, mais qui dit on s'est fait assommer par ce troisième but, alors que les gars, fallait se réveiller avant. Déjà en première mi-temps il y avait rien, il n'y a pas eu un tir, il n'y a pas eu une passe, c'était moche, il n'y avait rien. Le milieu est catastrophique. La défense, c'était moins catastrophique que d'habitude, mais on s'en prend 5. Donc moi vraiment ça me détruit, et vraiment intérieurement c'est horrible, puisqu'on passe d'un Magic Blackard l'an dernier qui nous proposait du jeu et qui allait faire des 4-2-4 contre des top clubs, à un Nîmes Olympique qui propose rien du tout contre Angers, et vraiment moi ça me j'en perds mes mots, vraiment. On est sur un podcast, le pétage de plomb de Villas-Boas, on a le pétage de plomb de Leandro. Ah ouais, mais là on est quand même loin du début de saison qui était plutôt intéressant, où Nîmes reste d'ailleurs sur 4 défaites consécutives, si je me trompe pas. Il y a eu Paris il y a quelques temps, il y a eu Bordeaux depuis. Au final, la dernière victoire reste celle dans le derby. Alors, est-ce que c'est la plus belle victoire de la saison? Et la dernière, j'espère pas pour toi, Leandro. Mais justement, on en parle de cette victoire qui était plus que poussive. On l'a eu, et Dieu merci, j'étais tellement heureux ce jour-là. Mais tu vois, moi je l'avais dit ce jour-là, et je le redis, s'il y aurait eu un nul, ça aurait pas du tout été volé, tu vois. Au contraire, genre ça aurait été plus que normal. Moi je me voyais pas du tout partir de la Mosson avec les 3 points, clairement. Donc on part de la Mosson avec 3 points. Ça fait 5 matchs depuis ce match-là, et Jérôme Arpinon en a reparlé en conférence de presse. Non mais à un moment donné, faut pour la saison. Non mais à un moment donné, faut se réveiller, ouvrir les yeux. C'est catastrophique ce qu'on propose. On ne propose rien. Et à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière un match où, oui, certes, on a ramené les 3 points de la Mosson, youhou, trop cool. Mais qu'est-ce que t'as proposé? On n'a rien proposé de plus. Faut pas en faire un match référence, quoi. Mais alors clairement pas. Et c'est malheureusement ce que nous les Nîmois on vit là ces derniers temps, c'est que on a l'impression que cette victoire à la Mosson devient notre match référence, pas par notre nullité, quoi. On fait vraiment rien. On est horrible. Ce qui est fou, c'est quand on compare le jeu produit par Blackard les dernières saisons avec l'effectif qu'il avait, et je trouve que l'effectif de cette année, je pense que Blackard a jamais autant de profondeur de banc et de joueurs de qualité. Il y a de quoi avoir des regrets. Mais moi je vais te dire un truc, qui n'est pas très très connu, bref, en gros la saison dernière jusqu'en janvier, donc jusqu'à la trêve hivernale, Bernard Blackard déléguait énormément de choses à Jérôme Arpinon et le laissait beaucoup gérer. C'était Blackard la facette, mais derrière il y avait beaucoup d'Arpinon, et c'est que à partir de janvier, quand il a reçu du coup ses recrues et qu'il a repris les rênes entre parenthèses du Nîmes Olympique, que le Nîmes Olympique a commencé à proposer quelque chose. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, et je pense qu'à Nîmes on se les pose pas assez actuellement, malheureusement. Faut qu'on reparle quand même de ce troisième but. Alors c'est un ballon de la défense d'Ismaël Traoré qui lobe un peu déjà tout le monde. Il y a un mauvais alignement du coup des défenseurs nîmois. Baoken en profite. L'arbitre de touche lève son drapeau. L'arbitre central ne siffle pas, mais même malgré ça, il y a toute la défense qui s'arrête. Même Baoken est surpris même de l'action, du comportement des défenseurs, et il tire pour finir son action, pour la forme, j'ai envie de dire, et ça fait but. Et sauf que là, il y a l'intervention de la VAR,
mais qui valide ce but. Leandro, comment t'as perçu un peu ce coup de sifflet, mais pour à l'image du match, de toute façon, au bout de 50 secondes, tu dors. Là, sur cette action, l'arbitre siffle pas, tu dors aussi. Non mais attends, si on en parle, de hier, donc attends, je résume. 50e seconde, but catastrophique dès le début de match. Deuxième but qu'on se prend, Lucado, il dit qu'il était gêné par le soleil. Troisième but, celui-ci. Quatrième, penalty. Et le dernier, Jimmy Cabot. Enfin bref, c'est ouf de se dire. Et en fait, ça représente trop bien l'image de notre équipe. Ce but là de Bauken, oui, certes, il a levé son drapeau. Mais est-ce que Baptiste René est obligé de laisser ce ballon rentrer et d'aller taper une accolade à Bauken alors que on sait jamais, il y a la VAR, joue au minimum, tu vois, laisse pas la balle rentrer dans tes cages. Il fait à la limite un petit saut, il dit vas-y frérot, marque. Non, c'est pas possible. Et puis surtout après, parce que on voulait déposer la réserve technique. Il y a tout ce. Non mais attends, mais c'est fou de se dire ça. On est en Ligue 1. Les mecs pendant 8 minutes, ils étaient là, ils protestaient. Il y a remise en jeu et on fait quoi? On tire le ballon en touche. Mais on est où? On est en division d'honneur là. Je crois qu'on est obligé pour poser réserve, sauf que entre temps, elle n'a pas été posée. Et elle servait à rien surtout, elle servait à rien. Oui, en plus elle sert à rien, mais je crois qu'il y a eu en plus mésentente c'était un confrère du Midi qui disait qu'il y avait une mésentente dans la rédaction de la réserve, comme quoi tout allait pas. Et au final, de ce qu'on sait, c'est que Nîmes voulait poser une réserve parce que l'arbitre avait soi-disant sifflé avant la frappe de Bauken, mais au final l'arbitre a sifflé bien après. Donc dans tous les cas, la réserve n'aurait jamais pu être acceptée. Mais je voulais juste revenir sur un dernier point et promis j'en finis là parce que ça suffit. L'arbitre est catastrophique du début à la fin et au contraire, enfin notre défaite était totalement justifiée. Je parle pas de ça. Je parle dans ses actions en match, il est catastrophique. En deuxième mi-temps, je vous le jure, allez revoir les images, il passe au moins 15 minutes à la VAR. 15 minutes minimum, juste en décision de VAR. Et en fin de deuxième mi-temps, il donne combien de temps d'additionnel? 5 minutes. Enfin, bref. Moi, de toute façon, à 5-1, là, mais c'était dit, quand même. Ouais, mais à un moment donné, quand tu passes entre 15 à 20 minutes en train de regarder un écran et que tu comprends pas, faut quand même se poser des questions. C'était pour abréger tes souffrances. Ouais, je pense, ouais. Pour abréger mon après-midi. Et après, je suis allé s'offrir avec Nice-Monaco, quoi. Ouais, avant de parler de Nice-Monaco, on va vite fait parler de cet incroyable Lens-Reims. Brièvement, un match complètement fou qui se termine par 4-4. Et puis faut se dire quand même qu'à la 77e, pardon, il y avait 2-2. Pour résumer brièvement, le match est passé totalement dans l'irrationnel à la suite d'un contre son camp de Medina à la 79e pour Reims du coup, suivi d'un but totalement incroyable de Boulaïdia, un slalom complètement fou au milieu de la défense avant de dribbler Jean-Louis Leca. Et puis, alors que Reims a la main mise sur le match, pardon, il y a un doublé de Sotoka qui tombe de nulle part à la 90e et 91e. Et Lens est même pas loin de remporter le match sur un penalty qui est d'abord sifflé sur une main d'Abdelhamid, je crois. Puis finalement est revenu par la VAR. Enfin, c'était un match totalement fou. Donc du coup, Leandro, oui, tu parlais du Nice-Monaco, que tu m'as trouvé la transition. T'as dit que t'avais un peu souffert devant ce match. Je pense qu'il y en a un qui a pas souffert du tout et qui a adoré, c'est Maxime. J'ai adoré. Bien sûr que j'ai adoré. Parce que pourquoi j'ai adoré? Parce que les Monégasques, ils ont retrouvé la langue qu'ils avaient en début de saison. Le début de match était tonitruant. Pressing sur les Niçois qui n'ont pas vu le jour. Alors Monaco a encore une fois manqué de réussite et a buté à de nombreuses reprises. Un très bon Walter Benitez. Même Kevin Volland qui a tapé la barre sur une grosse frappe du gauche. Et Monaco a fait extrêmement de mal à Nice en ce début de match. C'était vraiment très plaisant à voir jouer. Et ils ont été récompensés, c'est paradoxal, on dit souvent que des matchs peuvent se débloquer sur des coups de pied arrêtés. Là, Monaco était performant dans le jeu, mais a marqué sur coup de pied arrêté 10-6 de la tête pour son 3e but de la saison. Et Nice était vraiment en difficulté avec cette défense à 3 et après le but, Monaco a continué de profiter des errements défensifs des Niçois. Ils ont concrétisé cette
Domination en début de seconde période. Ensoki a été catastrophique hier. Il a perdu 2 ballons, des relances courtes dans son camp. Et la troisième, elle a été punie par Sofiane Diop, qui a fait le break. Après ce but, en fait, Nice a repris le jeu à son compte en repassant à 4 derrière. Monaco a souffert. En fait, ils ont totalement laissé le ballon aux Niçois. Et comme on pouvait s'y attendre, ils ont concédé un but. Alors un peu casquette, on va dire. C'est Assis qui dégage, c'est contré par les Smelou qui a plus qu'à pousser la balle au fond. Et ensuite, Monaco a quand même su tenir. Et ça, c'est une satisfaction. Parce qu'on le sait, défensivement, c'est quand même très friable depuis le début de saison. Là, ils ont su résister et ils ont procédé en contre. Goebbels a même tapé le poteau en fin de match. Et Monaco a su résister et s'impose 2-1. Donc, grosse victoire dans le derby. Et ça fait extrêmement plaisir aux supporters monégasques. Avant de laisser les autres débriefer, je tiens quand même à parler au moins signifier les nombreux absents côté niçois, au moins en défense. Tu parlais justement, Maxime, des erreurs défensives niçoises et de l'approximation générale dans l'animation défensive. Il manquait quand même Dante qui est out jusqu'à la fin de la saison, Attal qui est positif au Covid et Hassan Kamara qui était aussi absent. Ça explique peut-être pas tout, mais ça explique quand même une grande partie des mots niçois, au moins dans la première mi-temps ou dans les premières minutes pour se trouver sur le terrain. Mais ils ont mis trop longtemps, en fait. Patrick Vieira, il le voit dès le début du match que cette défense à 3, elle prend le toute part et il change à la mi-temps. Il fait ses changements à la mi-temps. C'était très tardif et au final, il y avait que 1-0. Ils prennent le deuxième but sur une erreur individuelle qui est vraiment une faute professionnelle parce que c'était, comme je l'ai dit, c'était quand même la 3e fois qu'il perdait un ballon comme ça, Ensoki. Patrick Vieira, il doit le sanctionner en le sortant parce qu'il n'était pas du tout dans son match. Nice s'en sort bien quand même à la mi-temps de mais 15-0. Exactement. C'est miraculeux. Qui laisse dans le match. Attends, excuse, je t'ai un peu coupé, Max, mais c'est miraculeux, parce que je m'en rappelle d'une stat à la mi-temps là. Nice c'était 1 frappe, 1 cadrée. Monaco derrière c'était 9 frappes, 6 cadrées. Et en plus pas des frappes cadrées où vraiment ça part juste sur un côté et c'est des passes. Non, Walter Benitez, il sort 2 ou 3 actions là en début de match. Vraiment, ils peuvent être très 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 contents les Niçois d'être arrivés à la mi-temps avec ce petit écart. Bon, en plus derrière, ils marquent en deuxième mi-temps un but un peu gag, si on peut dire ça comme ça. Mais ils peuvent être très heureux de pas s'être pris une déculottée face à Monaco. Ouais. Lucas, je crois que tu as aussi vu le match. Si tu as quelque chose à rajouter justement sur... Tout simplement, Monaco, je pense qu'ils ont fait le match, la prestation qu'ils vont devoir répéter pour espérer finir sur le podium. C'est-à-dire lorsqu'ils avaient le ballon, Nice a passé son temps à courir. Et à l'inverse, comme en seconde mi-temps où la possession était complètement pour les Niçois, je dis pas qu'ils étaient pas inquiétés parce que de toute façon ils ont réussi à réduire le score, mais en les sentant assez sereins. À aucun moment je me suis dit, je voyais Monaco en tout cas perdre les 3 points. Donc c'est le genre de prestation qu'il faut faire, je pense, pour finir sur le podium, parce que c'est justement ce qui manquait sur certaines rencontres. Où des fois Monaco passait complètement, était capable d'avoir 2-3 éclairs de génie, de se créer quelques occasions, mais pouvait être transparent d'un coup pendant 15 minutes. Là, sur 90 minutes, ils ont tout connu. Ils ont dominé sur la première mi-temps. Lorsqu'ils perdaient le ballon, il y avait un gros pressing qui mettait très facilement les Niçois en difficulté, surtout avec les absences que tu signifiais tout à l'heure. Donc super match des Monégasques. Et à l'inverse, les Niçois ils déçoivent encore, alors qu'ils ont vraiment un effectif qui, je pense, devrait faire beaucoup mieux, au moins dans le jeu. Tu parles d'effectifs et les 3 changements que Patrick Vieira fait à 25 minutes de la fin du match en faisant rentrer Maurice, Paolida et Ronny Lopez, ils ont, à mon sens, changé la phase du match. J'ai trouvé Nice beaucoup plus dangereux et beaucoup plus fluide offensivement. Même le jeune Endoy, qui est rentré à 5 minutes du terme, a commencé à mettre un peu le bazar dans la défense monégasque. Il avait déjà été très bon en Europa League face à Pacte cette semaine. En fait, c'est, comme tu l'as dit, c'est frustrant pour les supporters niçois, je pense, parce que un effectif qui est fourni. Et c'est vrai que dans l'utilisation, Patrick Vieira n'en fait pas grand-chose et c'était assez triste à voir Nice, parce que
Monaco les relance dans ce match en leur donnant le but 20 minutes de la fin. Sinon, jamais, mais alors jamais Nice n'a été dangereux et n'a été à la hauteur de ce derby. Et même dans l'impact, on va dire, il n'y avait pas cet esprit de derby comme des morts de faim sur tous les ballons. Je pense qu'ils doivent avoir d'énormes regrets aujourd'hui, les Niçois. Qui est troublant aussi, c'est que quand on regarde le classement, c'est que Nice et Monaco sont au même nombre de points à la 8e et 6e place respectivement. Mais au final, on sent que Monaco, alors que Kovac est arrivé cet été, a peut-être un peu plus de certitude dans son jeu que Nice, alors que Vieira est là depuis beaucoup plus longtemps. L'équipe de Nice, elle se cherche toujours. On sent que Vieira n'a jamais vraiment trouvé l'animation offensive, qui lui correspond le mieux. Et au final, la patte Vieira, on la voit pas tant que ça. Au Slavia Prague, alors qu'il manque une dizaine de joueurs en Ligue des Champions, en Ligue Europa, Nice foire son match. Ça enchaîne les mauvais résultats en Ligue Europa. Ça perd un derby, alors qu'il y avait quand même la place en deuxième mi-temps pour espérer mieux. Il va falloir se poser aussi des questions sur Patrick Vieira, peut-être à un moment. Moi, je pense très rapidement. Amine Gouiri masque beaucoup de faiblesses dans le jeu niçois, parce qu'il a déjà inscrit 6 buts cette saison et il les a sauvés à de nombreuses reprises. Et je pense que Patrick Vieira peut remercier son buteur. Je pense que la question, elle est vite répondue, comme on dit. Ça fait un moment que Vieira ne fait plus grand-chose. Ça fait un moment que les Niçois s'en plaignent. Et aujourd'hui, au début, il y avait la première année. Après, il y a la transition. À un moment donné, il y a la confirmation, sauf qu'elle n'arrive pas du côté Vieira. Donc, à un moment donné, il faudra faire les bonnes décisions et peut-être mettre un coach un peu plus compétent sur ce banc. On l'espère. Qui au moins sait ce qu'il veut faire, parce que je pense que Patrick Vieira lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut mettre en place. Il y a beaucoup de joueurs qui changent souvent de poste, qui peuvent enchaîner 3 matchs titulaires, puis sortent pendant 2 matchs et puis reviennent. Jeffrey Adélaïde, après, j'avoue que moi j'adore ce joueur et je comprends pas depuis alors que je m'étais dit le coup est génial, c'est un super joueur, un joueur de ballon, il va rentrer tout seul, il va glisser dans le 11 de départ niçois très facilement et il est sur le banc, il est titulaire, il joue qu'une mi-temps, il rentre à 20 minutes de la fin, il change de poste. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui n'arrivent pas. À mon goût, c'est la faute de Patrick Vieira, il n'arrive pas lui à les installer et effectivement Gouiri, mais il cache, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi, parce que sans lui, le début de saison aurait vraiment pu être très compliqué, parce que sur le plan du jeu, il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est la seule satisfaction peut-être de ce début de saison. Dans le sens où Jeffrey Adélaïde, qui va être l'une des recrues les plus chères de Nice, il est arrivé blessé, mais pour l'instant il se cherche encore. Dolberg, on connaît, c'est pas quelqu'un qui a un grand impact dans le jeu, mais qui sait mettre des buts décisifs ou qui, dès qu'il est en confiance, est très présent dans la surface. Mais pour l'instant ça rame encore un peu et je suis pas sûr que ça va aider Patrick Vieira à appliquer une idée de jeu bien précise, quoi. Bon, on a fait le tour de ce passionnant Nice-Monaco. On va finir sur un tout aussi passionnant derby qui est le Lyon-Saint-Etienne. Pour résumer, je pense qu'on va pouvoir lancer Maxime sur ce sujet, sur l'analyse globale du match, avant de parler de l'entrée incroyable de Tino Kadewere. Ce match, il a mal débuté pour Lyon. Saint-Etienne a vraiment joué son derby, était très présent au milieu de terrain, à l'image d'Ivan Neyou qui a gratté de nombreux ballons et qui les a toujours bonifiés. Ils se sont procurés pas mal d'occasions. Lopez a sauvé les Lyonnais encore une fois, mais Anthony Lopez est humain et a commis une erreur en fin de première période sur une frappe excentrée de Bouanga fort du gauche, que le gardien portugais donc a dévié dans ses propres buts. C'est vrai que Lyon a une nouvelle fois déçu dans le jeu. Il y avait pourtant un milieu de terrain qu'on avait connu pendant le Final 8 qui avait été très performant, avec donc Bruno Guimaraes, Aouar, Cacré. Et alors devant, Toko Ekambi a été comment dire, Toko Ekambi, le silence en dit long, je pense qu'on Comme a dit Lucas, Toko Ekambi, en fait, il a fait ce qu'il sait faire, il a essayé de prendre des espaces, mais en fait, dans l'utilisation du ballon, il est tout simplement pas bon. On parlait d'Amine Gouiri avant, c'est pas le même QI foot, quoi, tout simplement. Memphis Depay, on a l'impression qu'il a aussi beaucoup de mal à digérer son transfert avorté.
Et Dembélé, il est pas dedans non plus. Donc, c'est vrai que Lyon. Après, Dembélé a quand même peut-être des circonstances atténuantes dans le fait qu'il enchaîne pas les matchs et que lui aussi, il pensait peut-être une autre aventure cet été, qu'il a pas vraiment eu d'offre. Et que il doit enchaîner, il doit jouer avec la concurrence, il doit faire son trou en sortant du banc, ce qui est pas tout le temps évident. Non, c'est sûr que oui, comme tu l'as dit, il a des circonstances atténuantes, mais là le constat il est qu'en première période, Lyon a totalement déjoué et qu'ils ont dû s'en remettre donc à l'entrée de Kadewere, et Dembélé a dû lui faire mal justement d'être remplacé et de voir son concurrent direct entrer et d'inscrire un doublé. Je pense que moralement il doit en souffrir. Avant de revenir sur Kadewere, faut quand même aussi signaler que Saint-Etienne était sur une série de 5 défaites consécutives, était très mal en point, et au final, comme tu l'as dit, on n'a pas du tout vu ça sur le terrain. On n'avait pas l'impression que Lyon jouait un derby non plus. Il y avait pas tant d'intensité que ça. Alors pourtant, Garcia a voulu mettre des gamins de Lyon sur le terrain avec Cacré et Aouar notamment. On sentait pas cette hargne, limite seul Anthony Lopez, on le sentait véhément dans ses cages, où justement il gueulait quand Saint-Étienne avait des occasions, parce qu'il était un peu laissé seul face aux assauts de Bouanga ou de Charlaby. Il sort d'ailleurs une parade du pied sur Bouanga en première mi-temps qui laisse Lyon dans le match. Mais c'est vrai que Lyon était pas du tout dedans, alors qu'on pensait justement que face à un Saint-Étienne amoindri qui a des blessés à n'en plus finir et un groupe très réduit, on pensait que Lyon justement allait vouloir les croquer d'entrée, quoi. C'était assez surprenant cette première mi-temps lyonnaise, je trouve. Surtout que Saint-Etienne, à mon avis, les Stéphanois les ont mis vraiment dans la difficulté dès le début du match, parce que eux, par contre, ont vraiment pris ce match comme un derby. Et puis même si Lyon ils connaissent pas la série de défaites actuelles des Stéphanois, c'est pas non plus ils sont pas non plus dans une situation incroyable en ce moment. Et il y a eu je pense qu'ils étaient surpris, et peut-être même que c'était prévu par Rudy Garcia. Ils imaginaient que très facilement avoir la possession du ballon, et que au fur et à mesure du match, ça allait tourner en leur faveur, parce que les Stéphanois sont au fond du trou. Mais heureusement pour eux, ils ont un énorme gardien qui fait un super match, parce qu'à la mi-temps, le score il aurait pu être vraiment plus grave. Moi, je trouve que vraiment Lyon s'en sort très très bien sur ce début de première. Enfin, suite à la première mi-temps qui était vraiment pas ouf. Je trouve que Tino Kadewere, on en revient après, mais heureusement qu'il a eu ce rêve prémonitoire qui au final s'est réalisé. Mais il s'en sort très bien une fois de plus, Rudy, et puis il y en a beaucoup qui diront que c'était un coup de génie, et puis c'est une idée du coach qui au final a fini par fonctionner. Mais moi je pense que c'est vraiment un coup du sort, hein. Et ça fait quelques fois qu'il est sauvé comme ça par des perfos individuels. Je vais me répéter comme pour Nice, tu vois. Mais je pense que pareil, il faudrait se poser les bonnes questions, tu vois. Ouais, quelquefois. Quelquefois soit le bon terme. Régulièrement, on va dire. Voilà, l'année dernière, il y a eu du Memphis Depay en sauveur, il y a eu du Oussem Aouar, il y a très souvent eu Anthony Lopez, où Rudy Garcia peut toujours compter sur une individualité un peu pour sauver sa peau, ou au moins les matchs. Là, j'ai envie de dire, les cadres ont un peu tous déçus. Aouar en première mi-temps, une action justement juste avant le but où il doit clairement la mettre au fond, et il manque son face-à-face face à Moulin. Le face-à-face, ouais. Ouais, c'est ça, où il doit clairement la mettre au fond. Juste après, il y a Lopez, du coup, qui se trouve quand même sur le but de Bouanga. C'était un peu c'est un peu ce qu'on voit ces derniers temps du côté de Lyon, notamment à Lille, je crois, où Lyon a la balle du 1-0 et puis se fait punir juste derrière. Et au final, Garcia, encore une fois, peut célébrer une victoire, peut célébrer une 5e place, à seulement un point du podium grâce à un Tino Kadewere surprenant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est Tino Kadewere. On en avait beaucoup parlé quand il était en Ligue 2. Ça disait qu'il avait pas forcément sa place à Lyon, etc. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité de jouer, il est intéressant. Et puis,
ça vient un peu consolider, tu vois, genre, je trouve que pour lui c'était vraiment une opération giga gagnante, puisqu'au final il rentre, déjà marquer un doublé et réussir à sauver son club dans un match, c'est beau, mais alors en plus dans un derby, il a gagné un crédit quasi illimité, je pense, aux yeux des supporters. Et j'espère que ça fera réagir Rudy et que il essaiera un peu plus de le mettre sur le terrain, puisque c'est vraiment un très bon joueur, plein d'avenir, tu vois. Donc il y a ce côté storytelling et scénario qui est incroyable d'un point de vue personnel pour Tino Kadewere. Pour situer un peu le contexte, dimanche matin dans Téléfoot, il annonce clairement qu'il avait rêvé d'avoir marqué 2 buts dans le derby. Et puis il commence sur le banc. On se dit bon, il a un peu ambition le garçon, et puis il rentre à la 54e, 55e parce que Aouar est blessé et que Rudy Garcia tente dans ce même temps de changer un peu toute son animation offensive puisque Guimarães et Dembélé sortent. Et puis là, c'est quand même un festival, quoi, sur son côté gauche, le pauvre Mady Camara qui a un milieu de formation, là il a commencé à souffrir énormément. Et puis là, il a déroulé, quoi. Le premier but, c'est une belle matcher, c'est une combinaison, pour le coup, c'est une combinaison travailleuse sur le coup franc. On peut pas retirer ça à Rudy Garcia et au staff lyonnais. Mais le deuxième but, c'est... qui travaille, non? oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a des fois, on le voit pas trop sur le terrain. Et le deuxième but, c'est un festival individuel où, il rentre dans la surface comme dans du beurre, il dribble 2-3 mecs et là, Moulin nous fait une Lopez où il anticipe un centre un peu trop rapidement et il arrive à glisser ce ballon d'un extérieur du pied. Il a la lucidité justement de faire ce geste-là. C'est encourageant pour la suite, mais Rudy Garcia peut lui dire un grand merci, quoi. Il peut aussi dire merci à Denis Bouanga parce que Kadewere le but du 2-1 à la 74e et à la 88e, Saint-Etienne bénéficie d'un penalty. Lucas, à peine rentré en jeu, qui malheureusement touche le ballon de la main. Alors, on peut discuter longuement. La main, non, elle n'était pas intentionnelle. Est-ce qu'il faut siffler penalty dans ces cas-là? La règle veut que oui. Donc Denis Bouanga s'est présenté face à Anthony Lopez et malheureusement pour les Stéphanois, il a envoyé son ballon à côté, une frappe, sa cheville trop fermée. Et à côté du poteau droit de Lopez, et malheureusement pour Saint-Etienne, ça fait une 6e défaite consécutive. Ça a valu une belle célébration d'Eléo Dubois qu'on a tous vu sur les images de Téléfoot où il n'hésite pas à chambrer Denis Bouanga. Après, est-ce que c'est le mec le mieux placé pour chambrer? Je suis pas forcément sûr non plus, mais... c'est clair que la première mi-temps, il a beaucoup de mal et il reste encore enrhumé par la passe de Bouanga pour Trocco qui va suivre alors qu'il y a déjà un Lyonnais sur l'action et qui laisse Bouanga tout seul dans la surface. Et c'est sur le but, ce qu'il fait, c'est incroyable. Sur le but, c'est une erreur de lecture comme ça, à ce niveau-là, dans un match aussi important et dans un club comme Lyon, c'est incroyable. Il a été absent, je sais pas, son cerveau, c'est une erreur pas compris ce qui s'est passé. Des débutants, hein, c'est de suivre comme ça, surtout que quelqu'un comme Bouanga où on sait qu'il est rapide, technique, menaçant dans une surface de réparation, et en plus il y a quand même un Lyonnais qui est devant Trocco, qui cadre bien. C'est une erreur c'est une déconnexion totale, quoi. Là, c'est... Heureusement qu'il n'est pas défenseur droit en équipe de France. C'est dur, comme dirait-tu. Et justement, pour finir un peu avec ce côté sur Kadewere, qu'est-ce que vous pensez justement de ce storytelling de quelqu'un qui parle avant, qui assume après? On a eu Payet aussi plusieurs fois qui aime bien justement un peu chauffer les gros matchs. On l'a déjà vu à l'Olympico, au Classico, où il aime bien parler avant et après quand ça se passe bien pour lui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces prises de parole? Après, Kadewere, je pense pas que c'était dans le mauvais sens ou c'était pour enflammer le derby, mais au final c'est une histoire de plus dans les derbys qu'on apprécie. Mais après, faut avoir quand même le tempérament et les épaules pour assumer ce genre de propos, quoi. Justement, à la différence de Payet, lui, il a assumé ses propos, il a fini par marquer. Mais
Non, mais c'est un très bon joueur. Moi, franchement, je le vois plein d'avenir. Hein. Et Lyon, je trouve que c'est un très très bon club pour lui. Au début, j'étais pas forcément le plus convaincu, puisque je me disais que c'était pas trop dans ce profil-là. Enfin, c'était pas trop le profil recherché, on va dire, par Rudy et par Lyon. Et au final, vraiment, à chaque fois qu'il rentre, moi, je le trouve très percutant et vraiment bon. Donc, j'aimerais bien plus le voir sur nos terrains, quoi. En tout cas, moi, pour ce qui est vraiment de ce genre de petites déclarations, et même pour Payet, voilà, ses photomontages ou ses petites conférences de presse avant les classicos et tout. Honnêtement, moi, après, je regarde aussi beaucoup à côté de ça de sport de combat, et c'est vrai que c'est peut-être plus partie de ma culture, mais moi, je trouve ça honnêtement génial. Après, je pense que le plus important, c'est d'assumer après, c'est-à-dire qu'il faut savoir dire, bon, j'ai parlé avant, j'ai fait de la merde. Je le reconnais, c'est réglé. Mais même Léo Dubois en rigolait parce qu'il se vote complètement sur le premier but. Mais honnêtement, dans une Ligue 1 où il y a en ce moment des prestations vraiment, mais plus que moyennes, même par les équipes de la part des équipes du haut tableau, les stades sont vides et il y a même le diffuseur qui veut pas payer. Honnêtement, si au moins les joueurs peuvent nous régaler, par ce genre de petits trucs, des petites déclarations, des petits regards pendant les matchs, parce que c'est mine de rien, ça fait l'essence même du sport, c'est les rivalités. Et en tout cas, moi vraiment, je suis vraiment un fan de ça. C'est le football circus ou le trash talking dans le basket. Et ouais, pour revenir à Payet, très souvent quand il le fait, au final, il assume juste après. Hein. On peut se rappeler notamment de sa célébration face à l'OL où il mime quelqu'un en train de porter ses je vais pas sortir le mot, mais voilà. C'est Guibor, là. Voilà. Enfin voilà, ces joueurs-là, oui, justement, comme tu l'as dit, Lucas, ça donne un peu de piment au match. C'est un truc peut-être faut pas en abuser non plus, mais là, Kadewere, c'est la belle histoire. Je pense que tout Lyonnais se rappellera justement de ses débuts dans le derby, encore plus parce qu'il est remplaçant et qu'il rentre dedans et qu'il l'avait annoncé avant. Il y a ce côté rêve prémonitoire qui est la belle histoire pour quelqu'un quand même qui a eu un début d'aventure à Lyon pas facile, mais d'un point de vue extra sportif, puisqu'il a quand même perdu quelqu'un de sa famille. Il y a eu Junior Sambia en belle histoire un peu plus tôt dans la journée, un peu plus tôt dans ce podcast et samedi notamment. Et il y a aussi la belle histoire de Tino Kadewere à l'OL qu'il est en train d'écrire, quoi. C'est encourageant pour la suite. Et c'est une belle histoire en plus qui va peut-être changer, qui va réécrire justement son histoire avec l'OL, parce que devant Moussa Dembélé, Karl Toko Ekambi, même Fils de Paille a été un peu en difficulté. On voit que comment il s'appelle, Ryan Cherki, qui était promis à jouer un peu plus à l'OL, a du mal. Et je pense qu'il peut bousculer un peu la hiérarchie. En tout cas, c'est un doublé qui va faire gratter plusieurs minutes de jeu. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette 10e journée de Ligue 1. Pour finir, et comme on aura désormais l'habitude, on va un peu faire un point sur l'équipe type de cette 10e journée. Dans les cages, on a décidé de miser sur Alban Lafont. Je crois que Lucas a été conquis par sa prestation dans les cages. Tout simplement, je pense que c'est en grande partie grâce à lui que Nantes réussit à prendre les 3 points, parce que ne serait-ce qu'en première mi-temps, ils peuvent être menés 2-0. Il fait une sortie incroyable où il arrive à repousser un ballon du buste lors d'une frappe lointaine, je crois vers la 25e minute, il s'envole pour la repousser en corner. Il a été solide, il repart avec 0 but encaissé. Ouais, prestation très incroyable de l'ancien gardien de Toulouse. Chez les latéraux, on retrouve les deux compères de Brest avec Ronald Pierre-Gabriel et Romain Perrault. Et dans l'axe, on retrouve le jeune Sinali Diomandé qu'on n'a pas parlé, mais qui était encore très bon dans le derby, le jeune lyonnais. Et Ismaël Traoré, le quarterback d'Angers, avec 2 passes décisives pour Bauken. Au milieu de terrain, il y a Angel Di Maria, qui était encore une fois exceptionnel lorsque Neymar et Mbappé sont pas sur le terrain. Il finit la rencontre face à Rennes avec 2 buts. On a aussi mis en lumière Florent Mollet et Maxence Cacré, ainsi que Sofiane Diop, aussi buteur dans le derby face à Nice. Et en attaque, deux joueurs qui ont marqué deux buts, pardon. Boulaye Dia, dont un but extraordinaire comme on l'a dit tout à l'heure, et Stéphane Bauken, qui fait enfin parler de lui sur les terrains plutôt que pour des affaires tristement célèbres, on va dire. Et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, on a fini pour ce 2e podcast Made in Foot. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Leandro, Lucas et Maxime de m'avoir accompagné sur ce podcast. Si tout va bien, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau derby qui sera... si tout va bien...
Si tout va bien, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast un peu différent. On devrait faire un petit point sur le championnat et sur l'évolution des équipes comparé à la saison dernière. Et je vous dis à très bientôt sur Made in Foot, que ce soit sur Spotify, YouTube ou même sur notre site internet madeinfoot.com. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir.